Quand je viens ici, c'est un bol d'air. On oublie la maladie, on oublie tout. C'est formidable, quoi, c'est tout. Magnifique. Voilà, on trouve tout ici pour se reconstruire après un cancer. On se sent Compris. C'est magique. laisser tout derrière soi et avancer, évoluer. Il y a une ambiance que je retrouve pas ailleurs, quoi. Dès que je rentre ici, c'est ma bulle. Je suis moi-même. Apaisé, relaxé, détendu. Comme si c'était chez moi. C'est le soleil. Tu sens de l'amour qui circule, quoi. Bienvenue à l'atelier Cognac-Jet, ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène. Bonjour Cindy, merci d'être avec nous. Vous avez été en mission de service civique à l'atelier sur les missions de développement des activités culturelles. Aujourd'hui, on s'apprête avec un groupe de 18 personnes à rentrer dans le musée d'Orsay pour voir une exposition, enfin plutôt différentes œuvres d'art sur le même thème, le thème du scandale. Alors on est hyper excités, on a hyper envie de découvrir tout ça. Et aussi, on a envie de vous découvrir vous, Cindy. Quel est votre parcours ? Je suis étudiante en école d'ingénieur à Toulouse, donc spécialisée en chimie. Et en fait, en ce moment, je fais une année de césure, donc entre l'équivalent du Master 1 et Master 2, où j'ai décidé du coup de faire un service civique, parce que du coup, ça me tenait à cœur de m'investir pleinement dans une mission d'intérêt général. Donc un service civique, ça dure en général 8 mois, ce qui était mon cas. Et du coup, j'ai trouvé l'offre de service civique à l'atelier Cognac-Jet. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir faire votre mission à l'atelier ? J'étais engagée dans une association à Toulouse, à côté de mes études. Du coup, c'était en dehors, c'était après les cours. C'était pas à 100%. Et du coup, le service civique, c'était une opportunité pour moi de m'investir à 100%, donc en plein temps. Justement, cette mission à Toulouse, c'était au REDSER, donc réseau étudiant toulousain en soutien aux exilés et réfugiés, où du coup, je faisais la mission exactement la même chose, les activités culturelles, mais à Toulouse. J'ai vu directement de mes propres yeux l'impact positif que ça avait sur un public fragile et susceptible d'être isolé. Qu'est-ce que vous avez vu qui se passait ? De l'émerveillement et de justement le partage surtout. Juste avoir comme support en fait une exposition, une pièce de théâtre et pouvoir discuter dessus, pouvoir échanger. La rupture de l'isolement, se retrouver et tout simplement passer un bon moment pendant 2-3 heures et ne penser qu'à ça. Donc oublier tout ce qui est à côté, l'administratif, tout ce qui était anxieux pour eux. Proposer un temps un peu suspendu. C'est ça. Ce qui se passe exactement pour l'atelier Cognac-Jet, ce temps suspendu, volé un peu aux heures des traitements, aux heures de la maladie. Ouais, c'est ça. Et on me parlait souvent de parenthèse enchantée, en fait. C'est un moment où tu mets tout en pause et tu te focalises et tu prends tous les outils tout ce qui ressort de cette sortie et tu les gardes avec toi précieusement. Aujourd'hui, dans cet épisode, on a envie de comprendre l'impact auprès de vos bénéficiaires. Quelles sont les activités que vous proposez à l'atelier exactement ? J'ai essayé de faire une grande diversité de choix. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé d'expositions de photos, bijoux, tableaux. On est allé voir des pièces de théâtre, des concerts, des spectacles de danse, des visites de monuments, les one-man shows également. Tout ça, c'était pour avoir une sorte de diversité aussi si on doit marcher ou pas. S'il y en a qui se sentent fatigués, ils vont plutôt choisir des pièces de théâtre ou des concerts. Mais aussi la diversité des horaires. Donc, il y en a qui ont des traitements en journée, il y en a, le soir, ils sont complètement fatigués, ils préfèrent les sorties en journée. Ou bien il y en a qui ont repris le travail à mi-temps, etc. Donc, c'était vraiment pour proposer au plus large public. Quels sont les objectifs de ces sorties ? Nourrir sa curiosité, s'émerveiller tous ensemble. Et donc, comme je l'ai dit, du coup, c'est avoir ce temps de 2-3 heures où on ne pense qu'à ça et on oublie tout le reste, donc la maladie et même de toute autre chose. Et aussi, surtout, c'est l'importance du groupe. Donc, c'est vraiment utiliser ces sorties comme prétexte pour se retrouver et rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui ont vécu la même chose que toi ou non, notamment avec les accompagnateurs. Donc, il n'y a pas que moi. Souvent, c'est moi qui accompagnais les sorties, mais il y avait aussi d'autres personnes. Ce qui fait que c'était des histoires différentes, des histoires similaires. Et on se retrouvait, c'était toujours un bon moment.
c'est des différentes émotions, différentes réactions. Parfait, génial. Elle est vraiment très intéressante, très chouette. Très précise, intéressante et humoristique en même temps. Je trouve que remarquable. Début de commentaire remarquable, je trouve. Non, puis elle est rigolote, quoi. Ouais. Elle est... Ok, ouais. C'est pas barbant du tout. Ouais, c'est ça. On n'a pas vu le temps passer du tout. Bon, encore une fois, merci beaucoup. De rien. C'est formidable. À la prochaine. Merci. À la Au revoir. prochaine. Puis, Rentrez bien. on guette la prochaine. Ouais. Quelle place ont les partenaires culturels? Durant mon service civique, j'ai pu découvrir ce qui était mis en place par le ministère de la Culture, le champ social. On définit le public du champ social comme les personnes qui ne s'autorisent pas, dû à une fragilité ou à un isolement, à l'accès à la culture. Et du coup, c'est sur ce point-là que les institutions culturelles travaillent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils proposent des tarifs préférentiels pour les associations, mais aussi des activités, des ateliers qui ne sont pas forcément proposés à tous les publics. On a été vachement bien reçus, super bien accueillis, des échanges très fluides, des réservations rapides et aussi un suivi après. Moi, j'insistais pour qu'on remercie énormément à la fin, pour qu'il y ait un retour des bénéficiaires et aussi de les remercier pour leur bienveillance, leur confiance, leur accueil. Donc ils ont une place très importante parce que c'est grâce à eux qu'on propose du coup ces sorties culturelles sans contraintes financières et avec autant d'accompagnement. Ça s'est toujours bien passé, donc c'était super. Et c'est vous qui cherchez les partenaires? Le développement des partenariats, tout ça? C'est ça, ouais. Des fois, c'est des partenaires ponctuels, donc c'est-à-dire qu'on va faire une sortie, mais on établit un lien de confiance qui fait qu'on peut refaire la sortie à un autre moment. Quelles sont les conditions d'accès aux sorties? Il n'y a pas forcément de conditions d'accès, du coup d'être bénéficiaire à l'atelier. On essaye de faire en sorte qu'il n'y ait aucune contrainte financière ou bien organisationnelle, c'est-à-dire que je donne juste le point de rendez-vous et il n'y a que ça à faire. Il n'y a pas de transaction où il ne faut pas acheter un truc, il ne faut pas réserver un truc. Une facilité d'accès, quoi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience à l'atelier? Beaucoup de souvenirs. Du coup, j'ai fait beaucoup de sorties, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre, d'expositions. On a beaucoup ri, on a beaucoup été surpris. Enfin, c'est plein d'émotions qu'on a partagées et vraiment à plusieurs, c'est amplifié. Du coup, c'est vraiment très agréable. J'étais très fière d'avoir pu établir tout ça parce que je sentais que ça collait vachement à la philosophie de l'atelier. En fait, en tant que service civique, on est à l'atelier tous les jours, donc on aide aussi à la gestion des activités qui s'y déroulent. Et je trouve que les activités culturelles, ça a complété vachement ce qui était déjà proposé. Donc j'étais super fière que ça a collé vachement à la philosophie de tout ça. Et de voir du coup l'impact des activités des bénévoles sur les bénéficiaires, de voir que c'était assez similaire et que du coup ça se complétait et que vraiment l'offre a tellement de choses à faire qu'on s'ennuie pas, quoi. Et je crois qu'il y a des pistes de développement, par exemple, à l'opéra. On a pu faire des visites assez inédites dans les coulisses de l'opéra. Donc, c'est-à-dire qu'on avait une vision très claire de comment les costumes étaient faits. Et donc ça, c'était vraiment incroyable puisque on n'avait pas trop cette occasion de connaître les coulisses de l'opéra. Et c'est un univers extraordinaire qu'on espère encore plus découvrir. Peut-être dans le futur. Dans le futur, c'est ça. Cindy, je vais vous demander, c'était quoi votre œuvre préférée aujourd'hui? Alors, mon œuvre préférée aujourd'hui, c'était la sculpture de Degas, donc la toute dernière. Ah ouais, comment c'est possible? Ah oui, je sais. Comment c'est possible que ça soit un scandale? C'est super intéressant comment la conférencière présentait la physiognomie. Donc, elle a pris un exemple sur un bénéficiaire. J'aimais beaucoup comment elle interagissait avec du coup les bénéficiaires. Donc, elle a pris comme exemple un bénéficiaire. Et donc, en fait, ce qu'elle expliquait, c'était donc c'est une pseudoscience qui explique que la taille du front signifiait l'intelligence, la taille du nez signifiait la distinction entre le bien et le mal. Et donc tout ça, c'était super intéressant à découvrir. Merci beaucoup, Cindy. De rien, merci à toi. Bonjour Karima Firoud, merci d'être avec nous pour cet épisode où l'accent est mis sur le premier entretien d'accueil. Vous êtes infirmière de formation, coordinatrice de l'atelier Cognac-Jet et vous y travaillez pratiquement depuis l'ouverture. Alors Karima, pour qu'on vous connaisse mieux, pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Bonjour Magali, un plaisir d'être là. Infirmière de formation, j'ai surtout travaillé dans des hôpitaux, cliniques, en gériatrie, en soins palliatifs. Et j'ai connu Clémentine Villemenet, une des fondatrices de l'atelier. Justement, nous avons travaillé dans un réseau de soins palliatifs à domicile. Et puis, quand il y a eu ce projet-là de monter l'atelier en 2016, Clémentine m'avait proposé d'être bénévole. Donc, depuis le octobre 2017, j'ai été bénévole pendant 2 mois. Je prenais 2 RTT par mois, justement pour faire les entretiens d'accueil. Et puis, fin novembre 2017, le poste s'est libéré à l'accueil. J'en avais vaguement parlé comme ça, que le poste m'intéressait, que le lieu m'intéressait, que c'était vraiment... c'était quelque chose d'être dans cet endroit-là. Et puis, il y a eu le poste qui s'est libéré. Et puis, voilà, j'ai réfléchi... quelques secondes, et puis j'ai dit oui. Voilà. Et alors, pour bien comprendre le fonctionnement de l'atelier Cognac J, on a besoin d'en savoir plus sur le point d'entrée. Alors, par qui et comment les personnes vous sont-elles adressées ? Alors, les personnes sont adressées idéalement par les oncologues. Voilà. Mais les oncologues, les infirmières coordinatrices des services d'oncologie, en fait, on a essayé au début les hôpitaux qu'on connaissait les plus à proximité. Et là, ça commence à s'étaler un petit peu plus dans Paris et en dehors de Paris. Et puis, il y a le bouche à oreille, les bénéficiaires qui se rencontrent à l'hôpital en chimio ou en radiothérapie. Certains qui font des recherches eux-mêmes sur Internet. Voilà. Ce que je veux expliquer, c'est qu'on n'est pas obligé d'être adressé par un médecin. C'est juste prendre le téléphone, vous savez que l'atelier existe, vous téléphonez pour prendre un rendez-vous. Voilà. En fait, il faut savoir que l'atelier existe. C'est voilà. Juste ça. Et quand on le sait, n'importe qui est soigné en oncologie pour un cancer peut venir. Toutes les personnes touchées par le cancer, hommes, femmes, à tous les stades de la maladie, sont bienvenus. C'est ça. À quel public s'adresse l'atelier ? Justement, les personnes touchées par le cancer et leur entourage. C'est ce on rajoute ça, c'est très important. L'entourage de ces personnes qui sont touchées par le cancer sont les bienvenus à l'atelier. Ça peut être un conjoint, un parent, un frère, une sœur, un enfant, un ami ou une amie. En fait, c'est tous les aidants proches des personnes. On a toujours dit, on le disait même en soins à domicile, si vous voulez que ça se passe bien pour vous, il faut que votre proche soit bien. Donc on prend en charge l'aidant proche. Vous voulez dire que vous proposez des activités aussi aux aidants ou aux proches ? Voilà, aux proches, voilà. Dans un premier temps, c'est beaucoup du soutien psychologique surtout. Et après, s'il y a un aidant proche qui a besoin de séances de sophrologie individuelle, bien sûr, ou de méditation ou une activité individuelle. Parce que dans les collectifs, c'est surtout des personnes touchées par le cancer. Donc un proche n'a peut-être pas envie, ou même les autres n'ont pas envie d'être dans ce genre de groupe. Mais on propose des activités individuelles aux aidants proches. Alors, comment se passe ce premier entretien, justement ? Donc les personnes arrivent à l'atelier après avoir pris un rendez-vous. Et l'importance de cet entretien d'accueil, c'est d'expliquer aux futurs bénéficiaires ce qu'est l'atelier, les activités qu'on propose. On fait visiter le lieu et le bénéficiaire raconte brièvement son parcours médical. Qu'est-ce qu'il a eu comme cancer, où et quels sont les traitements, les symptômes aussi, c'est très important. Et c'est au cours de cet entretien qu'on essaye de monter ensemble avec le bénéficiaire un programme personnalisé, adapté à lui, par rapport à ses attentes. Et puis nous pouvons le conseiller par rapport à certains symptômes, par rapport à ce qu'il ressent, quel atelier peut lui convenir. Quelle est justement la plus-value de votre regard soignant dans ce premier entretien, justement ? Alors, je ne suis pas la seule à faire les entretiens. Donc, il y a des bénévoles d'accueil qui font les entretiens d'accueil et qui ne sont pas dans le domaine médical ou paramédical. Donc, ils vont faire un entretien pour avoir les informations principales, la pathologie, le lieu où ils sont suivis, est-ce qu'il y a des aidants, est-ce qu'il y a des proches, voilà, un petit peu leur vie personnelle et leur vie avec la maladie et à l'hôpital. Moi, j'interviens très souvent à la fin pour prendre un petit peu cette partie médicale, les symptômes, comment on peut les éviter, comment on peut les prévenir et si les symptômes sont installés déjà,
comment on peut les aider grâce aux ateliers que nous proposons et grâce au conseil du docteur Villemenet, justement, qui est toujours disponible pour répondre à nos questions. Quelles propositions faites-vous à l'issue de cet entretien, par exemple ? Ça dépend. Une personne qui arrive en début de traitement, on essaye de balayer un petit peu tous les symptômes des chimios qui pourraient gêner la personne. En général, c'est dit à l'hôpital par les infirmières coordinatrices. L'oncologue a déjà fait ses ordonnances. Nous, on appuie un petit peu sur ça, des petits symptômes. Et une personne qui vit mal justement l'annonce et sa maladie, on peut proposer du soutien psychologique. Ça pourrait être une personne qui en début, qui a fait sa chimio, qui aura une intervention chirurgicale. À ce moment-là, moi je propose des séances d'auto-hypnose ou des séances de sophrologie en individuel pour préparer justement aux interventions chirurgicales. Ça, c'est juste un exemple. Des petites douleurs qui peuvent être dues au traitement, des douleurs musculaires ou articulaires. On va proposer du sport adapté ou du Feldenkrais, une gym un peu plus douce. Par exemple, ou de la salsa. Ou de la salsa. La salsa, alors, elle est conseillée dans toutes les situations, tous les cas. C'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Quand est-ce que vous prescrivez de la salsa ? La salsa, c'est pour tout, parce que la salsa, c'est du mouvement. La salsa, c'est de la vie, c'est rire, c'est partager avec les autres. La salsa est prescrite à toutes les personnes. Voilà. Et donc, on est dans cet épisode-là où je vous interroge, on parle des sorties culturelles de l'atelier Cognac-Jet. Quand est-ce que justement vous prescrivez des sorties ? À quel moment ? Alors, les sorties culturelles, comme l'atelier lui-même qui existe, c'est pour rompre l'isolement aussi. Donc, les sorties culturelles sont adressées à des personnes qui n'ont pas accès à la culture, qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, d'aller au musée, pas parce qu'elles n'ont pas les moyens, mais parfois des personnes ont les moyens d'y aller, mais elles ne peuvent pas aller seules. Donc, et là, c'est dans un groupe de personnes qui partagent les mêmes pathologies, les mêmes attentes. Donc, ça peut faire du bien. Et les sorties culturelles sont mises dans la newsletter, sont proposées à tout le monde. Voilà. Et après, c'est eux qui s'inscrivent. Voilà, tout à fait. Selon l'intérêt. Est-ce que vous pouvez nous raconter les premiers jours où vous avez débuté à l'atelier? Vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit « Allez, c'est parti, j'y suis, je fais partie de l'aventure » ? Oui. Il y a eu la préparation avant, on a eu quelques réunions, mais le premier jour à l'atelier, j'étais bénévole, donc je faisais les entretiens d'accueil. Et là, ça a été une grosse claque et une grosse leçon de vie. Pourtant, j'ai travaillé à l'hôpital, en soins palliatifs, en gériatrie, en oncologie et tout. Mais là, c'est quelque chose. Les entretiens, les personnes qui viennent raconter leur vie, raconter le diagnostic, la maladie, c'est vraiment quelque chose. Et je me suis dit là, et c'est là où, au bout de, je sais plus, de 2 journées de bénévolat, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire. Et c'est ce qui me plaît. Merci beaucoup, Karima Firoud. Merci, Magali. Bonjour Virginie. Bonjour. On va rentrer dans le musée d'Orsay pour visiter donc le musée par l'intermédiaire de l'atelier Cognac-Jet et les sorties culturelles qui sont proposées par Cindy. Donc là, on est juste avant, on est excités, on a très envie d'aller voir la suite, on attend un petit peu les retardataires. Qu'est-ce que ça vous apporte, cet atelier culture de l'atelier Cognac-Jet, Virginie? L'atelier Cognac-Jet, ça va faire presque 2 ans que j'y suis inscrite. C'est Cindy qui s'occupe de ça, en fait. Elle a été très efficace. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a trouvé énormément de filons. Elle a dû contacter presque tous les musées de Paris, les salles de concert aussi. Et elle s'est vraiment très bien débrouillée parce qu'elle a réussi à nous trouver des forfaits de groupe à des prix très intéressants et même souvent c'est gratuit. En général, on est une petite dizaine de personnes, voire un peu plus. Oui, aujourd'hui nous sommes 18. Il y en a pas toutes les semaines, mais je dirais bien 2-3 fois par mois. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous avez déjà vu? Parce que là, on est au musée d'Orsay. Quels étaient les autres que vous avez vus?
Le musée des arts décoratifs. Souvent, on fait les expos temporaires, des spectacles aussi, du théâtre, beaucoup. On a fait même du flamenco une fois, il y avait une soirée flamenco. Racontez-moi, oui, quand vous sortez d'une activité culture comme ça avec l'atelier Cognac Jet, comment vous êtes? Qu'est-ce que ça vous procure? On est vraiment motivés, on est super intéressés, on a hâte d'y être en fait. Il se trouve que j'ai repris le travail il n'y a pas très longtemps, il y a 4 mois. Je suis tellement contente et j'ai vraiment envie d'y aller qu'en fait, comme je suis à mi-temps thérapeutique, j'essaye de m'organiser pour pouvoir les faire. Quand c'est en milieu d'après-midi, des fois c'est vers 16h ou le matin. Et j'essaye de m'arranger dans mon travail pour pouvoir y être parce que c'est fantastique. Les intervenants que Cindy trouve sont vraiment géniaux, quoi. On a fait le musée Pompidou, voilà, j'avais oublié. On a fait une visite personnalisée de l'opéra. La personne qui nous a reçus, c'est la responsable des costumes des 2 opéras, mais on était à l'Opéra Bastille, donc ça a duré plus de 2 heures, mais c'était super, quoi. Et justement, le lien s'est vraiment bien passé. Du coup, il y en a eu d'autres. Cindy aussi, elle a l'art d'essayer de tisser des liens pour être pérenne et pouvoir continuer à proposer ces sorties culturelles aux nouvelles personnes qui vont s'inscrire à l'atelier Cognac Jet. Est-ce qu'on peut parler d'enrichissement, c'est ça? On en sort enrichi, on a un bien-être en fait. Des fois, il faut se faire violence pour y aller parce qu'on est quand même fatigué. Et c'est vrai que de rester plusieurs heures debout à piétiner, des fois, c'est pas facile. Mais vraiment, le jeu en vaut la chandelle, comme on dit, parce qu'après, vraiment, on se sent vraiment mieux. On a un regain d'énergie, même s'il y a de la fatigue physique. Pour le moral, c'est ce qui importe le plus, quoi. C'est top. Virginie, qu'est-ce que c'est l'atelier Cognac Jet pour vous? C'est un lieu un peu magique parce qu'on y trouve tellement de choses, du bien-être, des relations vraiment formidables avec des personnes fantastiques de tous les milieux, des gens de toutes les activités professionnelles. Depuis que je suis à l'atelier Cognac Jet, j'ai jamais autant rencontré de monde sur Paris que quand j'avais une activité professionnelle, une vie normale entre guillemets. Une vie d'avant la maladie. On y va. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Pour les autoguides, ce sera à l'étage en haut à droite. Ici, c'est les visites guidées. Merci. On se posait la question de savoir quel était l'expo permanent. C'est Gaudi. C'est Gaudi, oui, tout à fait. Mais c'est pas ça qu'on va voir, je pense pas. Hein. Mélanie, est-ce que tu sais le thème? Le thème de la visite. C'est les œuvres qui font scandale. Ah, génial. Moi, je suis venue pour le scandale. Wow, c'est super ça. Qui ont fait, parce que maintenant, plus rien ne se fait scandale maintenant. Ah, ça y est. Contente d'être ici aujourd'hui? Oh bah oui, évidemment. Moi, je suis contente partout, par le moment où il s'agit de culture, je nage dans le bonheur. Je la trouve très pédagogique et vraiment excellente. Elle a de l'humour, elle est vraiment très très bien. Eurydice, c'est le jour de son mariage. Elle est amoureuse. Elle n'est pas amoureuse, elle en a qu'un. Elle a dû faire avec, elle n'a pas eu le choix. Et on s'est un peu rapproché de plus près et on s'est rendu compte que cette dame, on la connaissait à l'époque. C'est Apollonie Sabatier. C'est une grande horizontale. Elles étaient obligées d'avoir une culotte qui était coupée au milieu parce que dans leurs vêtements, c'était extrêmement. Il y avait le corset qui les serrait, il y avait la crinoline aussi. Et donc c'était le seul moyen qu'elle pouvait avoir pour pouvoir faire pipi. Merci à vous, c'est génial. Vraiment très intéressant. On en sait plus, c'est moins mystérieux. C'était le scandale, l'objet de la visite au musée d'Orsay. Et on a vu des sculptures, des peintures, énormément d'œuvres d'art. Virginie, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était super, surtout que la guide conférencière était vraiment exceptionnelle. C'est super enrichissant et là tout le monde était vraiment ravi et les gens étaient unanimes sur la guide, quoi. Qu'est-ce que vous avez préféré comme œuvre d'art? La première en fait, la classique. C'était Vénus sortie de l'écume qui était un classique, hein. C'était apparemment la référence du chef-d'œuvre classique. Et puis j'ai bien aimé aussi le balcon de Manet parce que c'est très beau. C'est coloré, il y a du vert, c'est très apaisant. Comment
Virginie, est-ce que vous avez découvert l'atelier Cognac-J? Alors là, c'était un hasard, mais vraiment un hasard complet. C'était avant de me faire opérer. Il fallait que je trouve des soutiens-gorge adaptés après l'opération qui compressent en fait la poitrine. J'ai regardé sur Internet avec une copine parce que j'étais désespérée et j'étais pas bien dans ma tête. Heureusement, ma copine était là. Je lui ai dit, écoute, aide-moi. Donc, on a tapé soutien-gorge médical, je sais plus. Et en fait, je tombe sur une boutique en plein Paris, la rue Saint-Honoré, dans cette pharmacie qui était spécialisée pour les articles comme ça, là où j'ai trouvé mon bonheur. J'étais dans la salle d'attente et je tombe sur le prospectus de l'atelier. Donc voilà, je l'ai eu au tout début de mon parcours, il était sur ma table. Et en fait, le bon moment, là où j'ai appelé, c'était au mois de septembre-octobre, quand j'ai commencé ma chimio. L'atelier Cognac-J, est-ce que vous pourriez définir comment ça vous aide à vous sentir mieux? Déjà au départ, quand on appelle, on est reçu par Karima, qui gère l'atelier, qui fait beaucoup de choses, qui est une ancienne infirmière. Donc elle nous reçoit. Elle est très bienveillante, donc elle nous fait parler de nous, notre parcours, pour déjà comprendre qui on est, à quel niveau on est dans notre parcours. Et après, elle nous propose des activités qui correspondent, voilà, à ceux dont on aurait besoin. Et parce que quand on est en plein traitement, et ben des fois on est très fatigué, on est désœuvré. On nous dit qu'il faut se bouger, mais bon. Tout seul, c'est pas facile. Et c'est super bien parce que quand on est fatigué, il y a du présentiel et il y a aussi le cours en présentiel est filmé, il peut être en visio. Il y a donc des activités sportives, il y a des activités culturelles, il y a un équivalent d'art-thérapie, il y a du bien-être, il y a des massages. Ça m'a transcendé, c'est fascinant. Chaque discipline apporte un mieux-être, c'est ça? Oui, et c'est vraiment ciblé sur la personne qui est malade, qui ne peut pas faire du sport comme une personne normale. Tout est adapté en fait. Merci beaucoup Virginie. Ben, de rien, avec plaisir. C'était un plaisir de partager ça avec vous. L'atelier Cognac-J vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite.